Bonjour Séverine, Bonjour Grégory, tu vas bien? comment vas-tu? Bah écoute, Ah, ça très va, bien. ça va, écoute, tout va bien. Donc on se retrouve pour répondre justement aux questions qui ont été posées sur l'événement Facebook. Et ben donc Ouais, je te propose qu'on commence tout de suite en tout cas. d'accord, Et pas de bien c'est souci. parti. C'est parti. Donc Myriam, pour reparler effectivement de ta question, comment retrouver nos êtres chers s'ils sont réincarnés, c'est très simple. Il faut se partir du principe que une âme s'incarne, se désincarne. De l'autre côté, on se retrouve en forme désincarnée. Si elle s'est réincarnée, c'est quand même une connexion d'âme à âme. D'accord? Donc je vais te prendre l'exemple pour faire assez simple. Dans la matière, ici, ça a dû déjà t'arriver de te retrouver connecté avec une personne, c'est-à-dire à distance. Soit tu as appelé au même moment, soit un SMS au même moment. Il y a une connexion qui s'est faite à distance. C'est de la communication d'âme à âme. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est pareil. Quand on a quelqu'un qui vient nous consulter pour quelqu'un qui est décédé, qui est parti, s'il est réincarné, on aura quand même le contact. Parce que c'est de âme à âme. Et non pas de personne à personne, comme nous ici en tout cas. Je vais essayer de ne pas me perdre dans l'explication, mais je pense que c'est à peu près clair. C'est-à-dire que même si la personne s'est réincarnée, tu sauras de toute façon avoir la connexion. C'est instinctif, c'est par la pensée, c'est par la présence. Donc voilà. C'est énergétique surtout, et non pas matériel, comme ici. Est-ce que Séverine, tu veux rajouter quelque chose éventuellement sur la question à Non, je suis Myriam? d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc j'espère qu'on a répondu à ta question, Myriam. Et tu avais une deuxième question que Séverine va te répondre avec grand plaisir. Oui. Qui se trouve dans le bas astral et comment peuvent-ils évoluer en fait, hein, peuvent-ils se libérer du bas astral? Alors, juste pour récapituler un petit peu, on part donc du monde physique, hein, le monde matériel. Ensuite, au plus près, on a le bas astral. Après, on a l'astral intermédiaire, le haut astral et la source. Dans le bas astral, il va se trouver qu'il y a quand même plusieurs étages dans ce bas astral. Au plus bas, on a toutes on va dire les espèces de créatures, Oui, les choses où c'est les qu'il n'y a pas vraiment de créatures un terme. peu Ouais. démoniaques, les créatures un peu des humains qui ont un peu des drôles de choses, corps moitié humain, moitié animaux, enfin il y a des choses comme ça, il y a des insectes, il y a un tas de choses comme ça. Ensuite, on monte un tout petit peu plus haut, on a toutes les personnes qui ont été mauvaises de leur vivant, parce qu'il faut savoir qu'on garde le caractère qu'on a de l'autre côté. Donc, quand on passe de l'autre côté du voile, les vibrations qu'on a sur Terre, elles se retrouvent de l'autre côté. Donc, si on a des vibrations qui sont plutôt basses, on va se retrouver dans le bas astral. Tout ce qui est personne qui a tué, qui a torturé, qui a fait des choses comme ça, qui a été mauvaise dans sa vie avec les autres, tout ça, ça va se retrouver dans le bas astral. J'ose faire une parenthèse sur ceci. Oui, En fait, juste prendre un exemple très, très bête. Effectivement, on se retrouve, comme Séverine le dit, dans la même situation que de l'autre côté qu'ici, mais à une différence près, c'est que c'est le fait d'ajouter toutes les incarnations aussi qui définissent. Ce qui veut dire, voilà. je m'exprime, mais je pense que tu l'as pareil, Séverine. Par exemple, quelqu'un qui on va être non, je vais pas dire de bêtises, mais quelqu'un qui a fait vraiment du mal, comme une guerre par exemple sur Terre, peut se retrouver quand même dans quelque chose de très gai après. Ça va dépendre de l'ensemble de ses vies. Voilà, c'est juste la petite parenthèse Voilà, que je voulais faire. ça dépend du karma qu'il a eu avant, des expériences de vie qu'il a choisies. S'il a choisi des expériences de vie qui sont plutôt mauvaises pour les autres, c'est quelqu'un qui a été mauvais, il va se retrouver ici. Après, à lui d'évoluer, effectivement, ou de demander de l'évolution, et ça on le verra après. Et il y a juste encore au-dessus de cet étage, toujours dans ma astrale, il y a encore l'étage des personnes qui ont de la culpabilité,
parce que pendant leur vie, il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Il y a aussi les personnes qui ne veulent pas partir, hein, et qui veulent rester dans le matériel parce qu'elles avaient encore des choses à faire, qu'elles n'ont pas pu faire, elles avaient encore des choses à régler, elles sont encore liées à leur matériel, leur maison, voilà, tout ça. Et puis on y retrouve aussi les personnes suicidées. En tout cas, pour moi, elles sont là. Elles sont, toi, je pense que c'est pareil, Grégory, tu les as là. Oui, moi, je les après, ai ici. Alors, elles peuvent être un tout petit peu plus haut, mais elles se retrouvent souvent dans le bas parce qu'elles sont errantes et elles sont. Après, ça dépend toujours. Aussi d'avoir fait ça. Ça va dépendre aussi en termes de temps. Au plus proche du départ, oui, bon après effectivement il y a l'évolution. Je voulais juste revenir sur quelque chose. Alors on va voir l'évolution. Oui, on le verra après, mais je voulais juste revenir sur quelque chose que tu disais quand tu parles de monter, en tout cas, pour ceux qui ne comprennent pas cette façon de monter, on parle de fréquence vibratoire en tout cas, hein. Donc plus notre fréquence vibratoire est élevée, plus on monte en tout cas. Donc quand on passe dans du bas astral ou qu'on monte en tout cas, on change de fréquence. Voilà, c'est ça l'évolution de la fréquence. Je le répète souvent, mais je vais le redire encore une fois, je pense, en aspect physique, en tout cas quand on parle de fréquence, c'est la fréquence qui ressort des vibrations de vos molécules. Donc dans la matière, on a une certaine vibration puisqu'on est solide, et de l'autre côté, on a une vibration différente. Voilà, c'est juste pour remettre les choses un peu en place. Alors en général, pour l'évolution des personnes qui sont dans le bas astral, alors il y en a qui ne vont pas vouloir évoluer parce qu'elles y sont très bien, elles ont envie d'embêter un peu les terriens, donc voilà, elles ne vont pas évoluer. Pourtant, elles peuvent, parce que elles peuvent demander à leur guide de venir les aider pour justement comment dire, contrecarrer un peu leurs vibrations et les amener à justement monter près de la source. Pourquoi? Parce que même si on est dans le bas astral, on est, comment dire, on n'est pas puni vraiment, c'est-à-dire c'est pas une punition, hein, c'est pas une punition éternelle. Tout le monde a le droit d'évoluer. Tout le monde, absolument tout le monde a le droit d'évoluer vers la source. Ce qu'il faut faire, ce qui est demandé, c'est que l'évolution se fasse avec les guides et qu'il y ait un retour sur ce qu'on a fait, hein, sur ce qu'on a fait, qu'on regarde ce qu'on a fait et qu'on prenne conscience, que l'esprit prenne cette conscience-là, qu'il y a eu des soucis et qu'elle doit être autrement. Donc elle va évoluer, l'âme qui est même dans le bas astral, elle peut évoluer un petit peu et décider de se réincarner pour épurer. Donc il y a soit cette décision de rester là-haut, soit de se réincarner pour épurer. Okay. Il faut aussi savoir qu'en tant que médium, on peut faire passer ces âmes qui sont dans le bas astral. On va parler notamment des personnes qui sont suicidées, qui se sentent coupables de choses, notamment celles-ci, on peut les faire passer nous-mêmes, et même les personnes qui ne sont pas médiums peuvent avoir des intentions, des prières pour ces personnes, et ça les fait monter en vibration. Donc ça, il faut savoir aussi qu'il y a donc plusieurs façons de faire passer, de faire évoluer ces âmes. Hein. Après, à elles de voir là-haut comment elles veulent évoluer aussi. Finalement, voilà. Je rajouterais peut-être juste une dernière chose, c'est aussi peut-être à l'entourage proche ou à la famille en tout cas de montrer l'acceptation, comme quoi on accepte qu'ils puissent accéder à autre chose, avancer, parce que si eux puissent être sereins de l'autre côté, ben, il faut que aussi ça le soit ici. Donc c'est un ensemble en fait. Hein. Ils ne restent pas forcément que pour eux. Hein. C'est aussi parce qu'ils voient des gens tristes autour. C'est ça qui les retient aussi. Voilà. Oui, il faut savoir. Pardon. Vas-y. Il faut savoir que le fait d'avoir de la peine pour ces âmes, et même pour les âmes qui sont même un peu plus hautes, dans l'intermédiaire par exemple, il
Il faut savoir que le fait d'avoir de la peine, de trop de peine pour eux, ça les retient dans la matière. Donc plus on en a, plus ils sont retenus, ils ne peuvent pas monter, ils ne peuvent pas évoluer. Donc on ne dit pas qu'il ne faut pas de peine, parce que c'est normal d'en avoir, c'est humain, mais il faut essayer au fur et à mesure de lâcher prise là-dessus pour que l'âme puisse évoluer de son côté. Et même finalement pour ceux qui sont là encore, c'est un peu du... Tout à fait. Ouais. Donc voilà, un peu, oui, on va dire du donnant, ouais. Donc voilà, Myriam, on te remercie pour tes 2 questions en tout cas, et on espère que qu'on aura répondu en tout cas. Voilà. Alors on a une question de Brigitte qui nous demande si on peut envisager de développer d'autres capacités que le magnétisme. Alors oui, on peut envisager cela, étant donné que bon, au niveau du magnétisme, on est déjà centré au niveau des chakras, on a déjà un peu une évolution spirituelle qui est là, donc il se peut qu'il y ait d'autres choses qui se déclenchent, hein, comme la clairaudience, la clairvoyance, et après ça amène sur des différentes médiumnités. Attention, c'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui vont rester magnétiseuses et qui ne feront que ça dans leur vie parce que c'est ce qu'on leur demande de faire. C'est un peu la mission qu'elles ont. Voilà. Par contre, effectivement, il se peut qu'il y ait des choses qui se déclarent du côté de la médiumnité. Après, c'est comme tout un chacun, ça dépend de la personne. Les capacités vont être plus ou moins larges. Voilà. Mais il y a effectivement une capacité, une ouverture, il peut y avoir une ouverture vers autre chose. Ah. Nous avons une question d'Anne-Laure, donc qui pose une question au niveau des rêves prémonitoires. Si j'ai bien compris le sens de la question, il y a un problème d'interprétation. Alors, je vais t'en dire ce que j'en ai, en tout cas ce que j'ai perçu pendant que j'écrivais ta question. Il ne faut pas s'attacher forcément que à ce que tu perçois ou ce qu'on te montre, mais plutôt aussi au symbolique des choses. Je vais te prendre un exemple tout simple. Si on te montre un chiffre 8, ça ne veut pas forcément dire qu'on te montre une date ou quelque chose, mais plutôt l'infini des choses ou de la chose en tout cas. De même que si par exemple tu perçois un restaurant ou un café, un bar, quelque chose comme ça ne veut pas forcément dire qu'il va y arriver quelque chose ou ta prémonition va se passer dans ce restaurant, dans ce café, mais plutôt en mangeant. Enfin, voilà, c'est toutes des petites choses subtiles, mais vraiment la symbolique des choses est très importante pour eux de l'autre côté. Ils fonctionnent beaucoup comme ça. Ça peut être simple, mais si tu vois aussi... qu'est-ce que tu peux avoir? Truc tout bête, si on te montre un billet de dollar américain, ça ne veut pas forcément dire qu'on te parle d'argent non plus. Hein, on te parle d'Amérique, mais on te parle aussi de l'économie. C'est peut-être général, ce n'est pas forcément que l'argent non plus pour... voilà. Donc bon, j'essaie de prendre quelques exemples un petit peu pour te montrer, mais je pense qu'il faut que tu creuses un petit peu la symbolique, puis te laisser ouvrir à tout ça, et ça devrait bien se passer. Voilà. Je te remercie pour ta question, et je te dis à bientôt. Alors, pour continuer, nous avons une question d'Angèle. Discernement sur la clairaudience et le mental, la petite voix qui dispute. Ah, j'aime bien comme la question elle est posée. Effectivement, bon, le sujet est assez vaste, mais on va essayer de faire simple. Donc, on est bien d'accord, on a notre mental qui réfléchit tout le temps. Ça, c'est une chose. On a souvent l'impression aussi de se parler à soi-même. Alors oui, effectivement, pour différencier le mental de sa propre clairaudience, parfois ça peut vite devenir le chantier. Chantier, parce que si dans notre propre vie on a beaucoup de choses qui peuvent bouger, ou au contraire que ça peut ramer, et ben tout de suite le mental va s'affoler. Ce qui est plutôt assez simple de différencier avec sa clairaudience, c'est que ce sont des choses qui sont spontanées et surtout qui s'imposent à nous. Hein. Pendant qu'on pense à quelque chose, allez par exemple je vais réfléchir à ce que je vais faire à manger ce soir, il y a quelque chose qui va s'implanter qui n'a rien à voir avec ça, et bien c'est tout simplement voilà, de la clairaudience, de la clairvoyance, c'est des choses qui s'imposent à nous. Donc bien sûr après il ne faut pas partir dans des choses où c'est qu'on a l'impression de toujours avoir des choses, hein, parce que c'est pas toujours le cas, parfois il y a des périodes creux, parfois il y a des périodes plus intenses, ça dépend vraiment de notre disponibilité en fait tout simplement. Hein.
Donc la petite voix qui dispute, comme tu dis, effectivement, intérieurement, on a toujours une voix qui nous dit hein, non, c'est pas comme ça. Et ça, je l'installerai entre le mental et une clairaudience, parce que je pense que c'est notre nous intérieur en fait qui à ce moment-là réagit pour nous dire non, et on l'écoute jamais forcément puisqu'on est un peu entêté. Hein. Parfois il y en a qui écoutent, mais ceux-là ils valent de l'or. Ceux qui n'écoutent pas savent très bien que de toute façon ils font marche arrière pour réécouter et refaire dans la version qu'ils l'ont. Bon. Donc on va pas partir sur le sujet du libre arbitre, parce que dans ce cas-là, moi j'ai déjà testé X fois, si on n'écoute pas, effectivement, ça nous fait traîner, ça nous fait prendre des choses en compte, et on est obligé de reculer, et finalement écouter ce qu'on a eu. Donc finalement c'est vrai que du libre arbitre on en a, mais à quel prix? Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Peut-être que Séverine a quelque chose à rajouter sur le sujet de la clairaudience, du mental. Ça va? Non, ouais, ça va. On a fait court, mais je pense que c'est bref et c'est concis au moins. Hein, donc voilà, je te dis au plaisir, mais je crois qu'il y a une deuxième question, et je pense que même Séverine peut enchaîner directement. C'était, est-ce qu'en plus de la médiumnité guérissante, on peut avoir des choses qui viennent? C'est ça, hein, Grégory, il me semble. Oui. Sûr. Tu peux avoir par exemple d'abord la médiumnité guérissante qui vient, donc tu vas faire des soins, et puis au fur et à mesure que tu vas faire tes soins, il y a des choses qui vont arriver, c'est-à-dire soit des images en clairvoyance, soit de la clairaudience, hein, c'est possible, effectivement, et puis ça va peut-être amener d'autres médiumnités comme on disait tout à l'heure. Simplement on ne commence pas forcément par faire des soins, et c'est pas parce qu'on commence par faire des soins que ce sera forcément ce qu'on fera toute notre vie. Il peut y avoir d'autres médiumnités qui arrivent, comme il peut y avoir d'abord la clairaudience et la clairvoyance, et ensuite les soins qui arrivent. Ça dépend vraiment de la personne, ça dépend vraiment de ce qu'elle peut recevoir en premier. Hein, donc c'est pas forcément par ça qu'on commence, la personne commence par ce qu'elle peut avoir. Voilà, donc effectivement, tu peux avoir d'autres choses que la médiumnité guérissante. N'est-ce pas, Grégory? Arrêtez de rigoler. Je me suis retenue, hein. Non, mais parce que voilà. En fait, je suis en train de me demander ce que tu regardes comme ça pendant que tu parles, parce qu'on voit qu'en fait, tu es accroché à quelque chose. Ton regard est accroché à quelque chose quand tu parles, c'est bizarre. J'aime bien, ouais. Alors, nous avons une question de Mouna. Mouna qui se demande comment faire le vide dans sa tête, en tout cas méditer, quand la musique ne suffit pas, le lâcher prise ne suffit pas. Je pense que là, en fait, moi qui connais personnellement Mouna, je pense qu'il faut que tu apprennes en tout cas à méditer seulement 30 secondes, c'est pas beaucoup, ou même 10 secondes si tu as beaucoup de mental qui est là. Tous les jours, d'essayer, faire 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, jusqu'à arriver à vraiment avoir une bonne méditation, une bonne extinction du mental en tout cas. Et le fait de te forcer de le faire entre 10 et 20 secondes, tu vas comprendre comment, entre guillemets, ton cerveau se met en off. Hein, c'est un bouton qu'il faut que tu chopes. Moi je me dis toujours, j'ai le bouton on-off, et quand j'ai besoin justement de canaliser quelque chose, ben je me mets en fonction de comment je fonctionne en tout cas, pour que ça se calme. Et puis voilà. Donc parfois ça prend du temps, ça dépend aussi de notre état. Parfois je mets du temps à ce que ça se calme, et parfois ça va plus vite. Donc voilà, je t'invite à le faire par petits coups au début, et puis après d'agrandir en tout cas les durées. Ça sert à rien de vouloir le faire pendant 7, 8, 10, 15 minutes en tout premier si ça ne fonctionne pas. Et bon, si tu n'arrives pas à le faire chez toi, va en nature, pourquoi pas, le faire proprement dehors à l'extérieur. Avec les élémentaux autour, ça peut t'aider aussi, ça peut t'apaiser les choses, le mental en tout cas. Voilà ce que je peux en dire. Et je pense que Séverine voulait rajouter quelque chose sur l'aspect méditatif. Oui, simplement, il y aura forcément à un moment donné, même pendant 40 secondes, des pensées qui viennent. Tu les laisses passer, il ne faut pas qu'elles s'arrêtent simplement. Après, il y a une autre solution aussi quand on veut méditer et qu'on a notre concentration qui n'est pas assez là, c'est-à-dire qu'on part un peu dans tous les sens. Moi, j'avais l'habitude au début de fermer les yeux et de me concentrer comme si mes yeux regardaient mon nez.
en fait. Et ça te concentre là-dessus et tu peux penser à rien, en fait. Et ça a bien marché, ça. Et après, j'arrivais à faire 20 minutes de méditation sans penser à rien, quoi. Mais j'ai commencé aussi comme ça, hein, 10-30 secondes, c'est suffisant au début. Hein. Voilà. Eh ben chouette, eh ben écoute, je te remercie du complément. Et merci à Mouna pour sa question qui risque d'aider certainement un certain nombre de personnes. Valérie qui nous pose une question sur les bourdonnements d'oreilles et puis le troisième œil, oui, que ça tourbillonne par là. Et que tu te fais des auto-soins, bon, c'est normal, hein, c'est pour l'évolution qui se fait. Au départ, lorsque les capacités médiumniques s'ouvrent, on a des petites choses comme ça au niveau des chakras. On a souvent au niveau du chakra coronal aussi des fourmillements. Hein, on a l'impression qu'il y a quelque chose sur la tête. C'est pas qu'on nous touche forcément, que c'est un défunt qui nous touche, c'est des fois le coronal qui travaille et qui s'ouvre. Donc tout ça, c'est normal. Les bourdonnements d'oreilles, c'est normal. C'est de la clairaudience qui se met en place. Il peut y avoir même des fois des sons. On entend des sons, des notes de musique, des sons de cloche, ça arrive aussi. Ça peut aussi faire mal par moment au départ. Hein, tout ça, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Là-haut, ils travaillent sur nous aussi. Hein? Donc, du coup, tout ça se met en place. Ça peut même des fois, au départ, provoquer un peu des malaises, des choses comme ça, des vertiges, on peut ne pas être bien aussi, hein, parce que tout ça, c'est des réglages au niveau des chakras et ça peut perturber au niveau organique. Hein, quand les chakras se mettent à tourner peut-être plus vite, quand on augmente nos vibrations. Donc, du coup, tout ça perturbe le corps organique. Et tout ce qui est autour, donc le corps énergétique et tout ça, c'est tout imbriqué l'un dans l'autre et ça peut provoquer des malaises. Donc tout ça, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, il n'y a rien de grave. On a souvent tendance à se dire qu'on est malade ou qu'il y a des choses comme ça, mais non, tout est normal, tout va bien. C'est l'évolution naturelle. Voilà, et parfois Voilà. j'ai presque envie juste de rajouter qu'effectivement parfois on sent aussi sur le plexus solaire, les gens peuvent avoir souvent mal au ventre, mais c'est normal. Tout ce qui se ressent dans le physique, c'est exactement ce que tu as dit, c'est lié à l'énergétique. Donc voilà, il y a une certaine normalité. Bon, on ne dit pas non plus qu'il ne faut pas se contrôler, attention, si vous avez des douleurs quand même, on n'est pas dans la santé ni rien. Hein. Mais si c'est des choses qui... Il faut faire la différence entre Voilà. ce qui est énergétique et ce qui est médical. Si vous avez des problèmes, allez vérifier qu'il n'y a rien, pas de souci. Mais en général, effectivement, on a souvent des problèmes de crampes à l'estomac, des choses comme ça, des maux de ventre, des maux de tête, des choses comme ça. Bon, faut vérifier qu'il n'y a rien, mais en général, on ne trouve jamais rien. Ouais, ça peut piquer au cœur aussi, hein, gratter la gorge, enfin voilà, c'est tous les chakras en correspondance. Donc voilà Valérie. Alors, on a une question d'Élodie. Enfin, on en a même plusieurs. Bon, on va déjà faire la première. En tout cas, change-t-on de personnalité à chaque incarnation? C'est pas la personnalité qui change, en tout cas, ni la base du caractère. Il y a des choses qui se retrouvent dans chaque incarnation, dans l'entre-deux. Hein. Quelqu'un qui est toujours dans l'aide de son prochain, en tout cas, c'est quelque chose, c'est une marque qui le caractérise et qui se garde. Donc moi je vais pas m'avancer trop en profondeur sur le sujet parce que pour quelqu'un qui a un caractère fort par exemple, ça ne veut pas dire que de l'autre côté il a un caractère fort. Ça c'est le caractère typiquement humain. On va pas parler donc de caractère ni de personnalité, mais plutôt de traits. C'est des choses qui nous appartiennent à notre intérieur, à notre âme, donc notre bonté, tout ce qui peut être gentillesse, tout ce qui est positif, puisque de l'autre côté on est quand même épuré. Donc toutes les personnes qui peuvent être colériques et tout ça, oui, vont se retrouver dans cet état certainement après, mais ne restent pas ainsi. Hein. On évolue, on s'épure et on revient avec la même base, mais il y a des choses en plus pour nous permettre de les travailler, pour nous permettre de travailler notre intérieur en tout cas. Je ne sais pas si c'est bien assez clair, mais pour moi, je vais faire un petit raccourci. On a une version
qui est la version de notre incarnation. Puis quand on est de l'autre côté, il y a une version un peu différente, mais avec les racines. Puis quand on revient, il y a cette version avec les racines qui revient, avec d'autres choses autour. Voilà. Je pense que comme ça, c'est mieux expliqué. Parfois, il faut un petit peu imaginer les choses. On peut aussi rajouter en fait qu'effectivement, l'essence première de l'âme, c'est ce qui reste en fait. C'est sa base, quoi. C'est un petit peu comme on parlait des racines, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui la suit, en tout cas. Il y a des traits qui suivent. On ne peut pas dire que c'est la personnalité, on ne peut pas dire que c'est le caractère, parce que ça, c'est uniquement humain et matériel. C'est différent, c'est autre chose. Voilà. Je pense que comme ça, c'est mieux expliqué. Parfois, il faut un petit peu imaginer les choses. Donc voilà, Elodie, on va passer à ta question suivante. Alors, ta seconde question concerne la numérologie. Est-ce que c'est la numérologie qui définit notre chemin de vie? Non. Non. La numérologie sert uniquement à nous donner des choses sur notre chemin de vie, effectivement. Sur ce qui est déjà prévu, ce qui est déjà en route, ce qui est déjà le karma, entre guillemets. C'est avec la numérologie qu'on sait avoir des informations. C'est un outil pour avoir de l'information. Mais c'est pas ce qui définit, voilà. Effectivement, il y a quand même une part de vrai dans ce que tu dis, dans le sens où, effectivement, si tu es né, par exemple, 19 septembre 77, peu importe, que tu ajoutes tout, effectivement, ça donne un chemin de vie. Mais attention, dans ce chemin de vie, il y a des choses, il y a des points, il y a des choses qui changent. Ça ne veut pas dire que la personne qui a un chemin de vie 7 et que son voisin a un chemin de vie 7 aussi, qui vont avoir la même chose. D'accord? Il y a une base certainement qui va être similaire, mais il y a des choses qui vont venir s'incorporer. Donc, je dirais oui et non. Hein. C'est uniquement un outil qui nous est disposé, dont on dispose en tout cas, pour pouvoir avoir éventuellement une projection sur ce qui peut se faire. Mais ça reste sur une généralité quand même aussi. Hein. Il n'y a pas vraiment une grande profondeur. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question et je te remercie. Nous avons encore une question avec Elodie. Est-ce que l'élévation du taux vibratoire est égale à de meilleurs... Ouh, je suis en train d'entendre un truc bizarre. J'allais dire, comme tu as écrit de meilleure perception, et on parle de prédisposition. C'est à peu près juste les deux, c'est-à-dire que l'élévation du taux vibratoire, eh bien effectivement, on a une meilleure perception et de meilleures prédispositions, comme ils le disent. Mais ça ne fait pas tout non plus. Ça veut dire qu'on peut avoir un excellent taux vibratoire, on peut être élevé, et pourtant on peut avoir des périodes où c'est qu'il n'y a strictement rien. Pourquoi? Parce que l'émotionnel, c'est la base, c'est vraiment la base de tout. Donc si dans vos émotions, elles ne sont pas gérées, elles ne sont pas contenues, ça fait complètement mûr. Donc il y a des choses qui seront émises, il y aura des choses réceptionnées, mais vous n'aurez aucune notion de tout ça, parce que votre émotion fait complètement barrage à tout ça. Peut-on être connecté avec un taux bas? Alors, quand on parle de taux, effectivement, le taux, on parle de qualité biotique, donc humain, qui se trouve à 9000, si je ne m'abuse, hein, dans ces taux-là, entre 8 et 9000, je crois. Donc, ça va être une personne qui va avoir pas forcément qui n'a pas d'ouverture spirituelle, ni énergétique, ni rien de tout ça. Donc, à ce moment-là, aucune perception, rien du tout. Je vais quand même relever quelque chose qu'on est en train de me montrer. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut rien voir. Si une entité a suffisamment d'énergie, etc., quelqu'un de complètement athée va pouvoir percevoir des choses quand même. Hein, ça va dépendre aussi de l'autre côté, ce qu'ils arrivent à faire. Effectivement, après, donc, je vais essayer de ne pas me perdre parce que quand on parle taux vibratoire, j'espère juste que tout le monde a bien la vision du gradient, en tout cas, qui commence de 0 à on ne sait pas combien, qui est calculé en unité bovis. 9000, je le citais, c'était la qualité biotique. Et à partir de 12-13 000, on arrive dans quelque chose de spirituel. Ça veut dire qu'on a une ouverture, en tout cas spirituelle, autre chose. Hein, on se relie en tout cas à l'esprit, à l'âme, à l'intérieur. Et puis après, on arrive dans une partie assez divine, en tout cas. Donc plus on monte, plus effectivement, ça revient à ta première question, on a des meilleures perceptions. Mais quelqu'un qui va avoir un taux bas, comme je te disais,
va pas forcément ressentir les choses, va pas forcément sentir qu'on le touche, va pas forcément voir, mais suffit qu'une entité soit assez émette assez d'énergie et que se matérialise, pourquoi pas, c'est des choses qui arrivent, la personne le verra à ce compte-là. Voilà. Je te remercie Elodie en tout cas pour ces 4 questions. Et à bientôt. Alors, on a une question où on nous demande une astuce pour se protéger en tant que barreur de feu. Oui, c'est Cathy. Alors, c'est Cathy, oui. Donc, on va commencer déjà par... il y a plusieurs façons de se protéger, enfin, plusieurs choses à faire. On commence par augmenter ses vibrations. Augmenter ses vibrations, on l'a déjà vu. Faut méditer, écouter de la musique, par exemple, ça augmente les vibrations. Le bien-être. Le bien-être, voilà, il faut être bien quand on pratique, parce que sinon on risque de donner le mal aux gens, donc il faut être plutôt bien. Après, il faut se mettre dans la lumière. Alors ça veut dire quoi? Se mettre dans la lumière, c'est imaginer ou visualiser plutôt vos guides, par exemple, qui vous envoient la lumière de la source, qui vous la font passer et par vos chakras. Ça, c'est super important parce que ça vous permet encore d'élever vos vibrations et d'être dans la lumière, ça permet de vous protéger. Il y a aussi la protection, c'est aussi être dans l'amour. Avoir confiance en soi et en l'univers, parce que les deux sont indissociables. Il faut avoir, on peut aussi faire des prières. Alors on a des prières toutes faites, mais il faut aussi, on peut avoir aussi des prières qu'on fait nous, mais qu'on fait avec notre cœur, avec nos mots. Elles sont parfois beaucoup plus fortes que celles qui sont toutes faites, qu'on va lire et finalement qu'on ne va pas faire sortir de nos tripes, quoi, en gros. Donc voilà. Et puis on peut demander la protection des saints. Alors pour le barreur de feu, on dit que c'est Saint Laurent, je crois. Je crois que c'est ça. Donc voilà. Et ensuite, oui, faire confiance à l'univers, et puis voilà, je crois que c'est tout. Je rajouterais peut-être juste une chose, c'est peut-être juste aussi, en termes de préparation avant de le faire, peut-être juste faire une prière rapide, donc en plus de Saint Laurent, mais une autre prière, une intention en tout cas, pour dire Oui. comme quoi qu'on accepte d'être utilisé comme canal pour enlever le mal et le retransmettre, et le transmettre à la terre, en tout cas, remettre à la terre. Voilà. Oui. Et enfin, à la fin du soin, on n'oublie pas de remercier, comme les soins guérissants en médiumnité. Et puis, on peut faire aussi le signe de croix. C'est important. Voilà. Alors, nous avons en suivant une question de Françoise. Alors, Françoise a une question qui est un petit peu personnelle. J'avais pas prévu qu'on les traite parce que c'était vraiment quelque chose de global, mais comme c'est une question qui peut se retrouver chez plusieurs personnes, en tout cas qui peut parler à beaucoup, j'ai décidé quand même qu'on prenne la question en tout cas. Donc la question c'est: mon papa est décédé la nuit à l'hôpital, sans nous, et pourtant nous y allions chaque jour. Alors, faut pas s'en vouloir, en général c'est leur propre choix. Il y en a qui n'ont pas forcément envie de partir quand il y a quelqu'un qui est à son chevet non plus. Il ne faut pas oublier, si c'est des personnes qui sont en fin de vie, qui sont déjà un petit peu décorporées en tout cas, et peuvent choisir quand même quand est-ce qu'ils peuvent décrocher totalement le cordon d'argent ou non. Donc effectivement, si vous étiez là tous les jours et que c'est quelqu'un qui avait, on va pas dire une certaine prestance, mais en tout cas qui ne voulait pas montrer certaines choses en tout cas, ça peut se comprendre que ça puisse être quelqu'un qui parte la nuit en tout cas. Donc il ne faut pas avoir de regrets parce que vous n'étiez pas là. Il faut plutôt y voir comme quelque chose de normal vis-à-vis de la personne peut-être. Alors je ne connais pas comment était la personne, mais si c'était vraiment quelqu'un justement, comme je l'ai déjà dit une fois, mais quelqu'un qui
qu'il ne voulait pas montrer, en tout cas, que ce soit ses sentiments, ses émotions, les choses, bah, il va pas partir pendant qu'il y a quelqu'un à côté. Ça, c'est une certitude. Donc voilà. Je fais pas très long sur cette question parce que je pense que j'ai répondu assez clairement en fait. Hein. C'est pas très, il n'y a pas beaucoup à dire. C'est juste que faut pas s'en vouloir, vraiment. Et en plus, le fait de s'en vouloir n'aide pas forcément de l'autre côté. Donc, faut plutôt se détacher de ça. Hein. Donc Françoise, je te remercie pour la question que tu as posée parce que je pense que c'est une question essentielle pour beaucoup, hein, en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Aline nous demande comment bien se nettoyer après un soin. Alors Aline, après un soin, il faut bien se nettoyer les mains. On fait un peu une espèce de truc comme ça pour faire partir les mauvaises énergies. Hein. On imagine que les énergies partent de nos mains, enfin de notre corps. Ensuite, tu peux demander la lumière violette de Saint-Germain, hein, qui va venir te purifier. Donc tu imagines cette flamme qui rentre dans tes chakras jusqu'en bas et ça purifie. J'ose rajouter quelque chose pendant que tu es sur Saint-Germain. Je rajouterais juste le fait que pourquoi on utilise Saint-Germain, parce que Saint-Germain, il est là pour couper les liens en fait, hein, les liens émotionnels, les liens etc. Donc si vous avez eu quelque chose pendant le soin, si vous avez récupéré quelque chose en tout cas que vous n'auriez pas dû, il va être là aussi pour couper ce lien là en fait, hein, voilà. C'est juste la petite parenthèse que je voulais rajouter, Séverine. Ouais, et puis tu peux aller donc aussi à un arbre pour enlever tes énergies, les redonner à la terre et en reprendre de bonnes. Voilà. En gros, tu as ça à faire et surtout aussi ne jamais oublier la prière et les remerciements à la fin du soin. Exactement. Nous avons une question de Virginie. Pourquoi les défunts se connectent plus à certaines personnes que d'autres? C'est assez simple. Le défunt a des fréquences et va choisir le canal, le médium en tout cas, avec les fréquences les plus proches. On va pouvoir imaginer ceci, avec un immeuble, avec 10 étages. En admettant que le défunt soit au 7e étage. Le médium va devoir monter au 7e étage. Et là, dans ce cas, ils seront sur la même fréquence. Donc, un canal qui peut être au 6e ou au 10e, eh bien, il ne passera pas par ce canal-là. Il faut vraiment que ça soit fusionnel, en tout cas, hein, qu'il soit vraiment au même endroit. Donc, je pense que ça répond en tout cas à ta première question. Il y a une deuxième question de ta part, que je pense que c'est Séverine qui prend le relais. Nos différentes incarnations. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on a fait comme expérience de vie, on va les connaître lorsqu'on sera entre deux vies. Quand on est entre deux vies, on sait tout ce qu'on a fait avant et ce qui va arriver après. On oublie à la naissance notre incarnation, ce qui va se passer dans notre incarnation, parce que sinon, on n'aurait plus rien à vivre, finalement. Donc, n'avoir plus rien à vivre, c'est pas faire son expérience de vie. Hein, si on sait, il n'y a pas besoin de faire l'expérience, il n'y a pas besoin d'avoir ces épreuves, parce que les épreuves qu'on a, on ne les a pas pour rien, on les a parce qu'avant, il y a eu d'autres choses qui ont fait qu'on a cette épreuve-là, ou ces épreuves-là. Et donc, si on savait tout, ben, on n'aurait plus rien à vivre. Donc voilà pourquoi on oublie. Voilà pourquoi l'âme n'oublie pas. C'est le conscient, hein, qui oublie. L'âme a tout emmagasiné, mais comme le conscient va prendre le dessus, ça cache ce qui se passe dans l'âme. C'est pour ça que quand on va dans les vies antérieures des personnes, on va voir ce qui se passe, ce que l'âme veut bien nous dire, hein, de ses vies antérieures. Voilà, on verra ça dans une autre question sur le karma, justement. Exactement.